Les podcasts de la 47e édition du Cinéma du Réel. Rachid Djaïdani, cinéaste et diariste, en dialogue avec Lina Swalem. Une séance en collaboration avec la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Ça va, Lina? Ça va. je découvre et je suis très émue parce que ta mère me fait penser énormément à ma grand-mère. Oui, bien sûr. Qui disait tout le temps mes gamelles, mes gamelles, mes gamelles. Donc entre ça et les chants aussi, ma grand-mère elle chantait beaucoup Dalida. Itsy Bitsy Petit Bikini sans vraiment savoir ce que c'était la chanson. Mais ouais, du coup c'est hyper émouvant et je me rends compte que à chaque fois qu'on tombe sur des archives, on a l'impression que c'est rare et précieux parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir dans les récits en dehors de nos récits intimes. Et c'est tellement émouvant de se voir à l'écran dans les récits des autres parce qu'on est complètement effacé du grand récit. Et je trouve que tu fais partie de toutes ces personnes qui sont les gardiens du temple de nos mémoires, qui sont complètement effacés, invisibilisés. Et je trouve que c'est très émouvant de voir que ça surgit de l'anonymat parce que personne ne savait que tu avais toutes ces cassettes sauf les gens que tu filmais. Et tout d'un coup, c'est comme si tu révélais une merveille, en fait, qui traverse à la fois des décennies, des territoires. Et je trouve que ça émeut parce qu'on a l'impression que ça nous sauve. C'est comme si on a toujours peur de se perdre, comme on n'est pas présent dans les récits, on est toujours décrit dans la stigmatisation, dans le préjugé. Et dès qu'on trouve ça, on dit en fait non, on va peut-être être sauvé grâce à toutes ces images, à tous ces récits. Parce que quand nous, on fait le récit de soi, on fait le récit de nous. Et c'est ce que tu fais. Et c'est pour exister. Ça me rappelle tout ce que tu disais de manière générale dans ton travail, que tu as écrit des livres pour exister, tu fais des films pour exister. Et ces archives aussi, c'est pour exister. Parce que sinon, on est complètement effacé de l'espace public. Donc je trouve que c'est très émouvant de voir ça. Et bon, c'est passé tellement vite. Je pense que je pourrais passer tous les jours à regarder toutes ces images. Mais peut-être ma première question pour démarrer, c'est comment tu... Bon là, tu avais à présenter cette séance, mais comment tu arrives à sélectionner les choses? Parce que face à cette énormité de rush, là par exemple pour ces 47 minutes, est-ce que c'est le hasard? Tu t'es dit, bon ça me touche, je le mets ensemble? Parce qu'il y a quand même une construction qui est géniale. Ouais. Bah, on sent qu'il y a quand même une réflexion derrière. Donc comment toi, tu as envisagé la chose par rapport à ces premiers rushs qu'on découvre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, pendant 4 semaines, j'ai eu le privilège d'être au Centre Pompidou. On appelle ça le Centre Pompidou, ça, où je suis? C'est ça, Centre Pompidou, merci. Parce que souvent, quand je dis Centre Pompidou, les gens pensent que je suis là où il y a les tuyaux et tout, mais je suis dans les bureaux à côté, avec les filles. Voilà. Et donc, pendant 4 semaines, j'ai eu à commencer la dissécation d'images, tu vois, et là, en l'occurrence, des cassettes nombreuses. Et au moment où on a eu l'opportunité de faire notre rencontre, ici pour le Cinéma du Réel, on m'a dit, bon, ben, ce qui serait très intéressant, ça serait de nous proposer un spectre un peu de ce voyage filmique. Et donc là, à ce moment-là, c'était les bandes entre la bande 001, et là, j'en étais à l'époque encore à la 200 et quelques. Donc c'était on va dire, dans ce territoire de cassettes où tout à coup j'ai puisé, mais vraiment c'était tellement agréable à faire. Tu sais, quand tout à coup tu dis bon vas-y, comme quand tu fais un petit repas mais que tu n'as pas envie de te prendre la tête, mais tu dis que tu vas inventer quelque chose de gourmand. J'ai pris un peu ici, j'ai pris un peu là, j'ai pris un peu là, et puis j'étais pas du tout dans la séduction. Tu vois, j'étais pas dans qu'est-ce qu'on va ressentir, qu'est-ce que je vais donner à voir. C'est parfois les filles étaient là, enfin. Lisa, Elsa, Amélie et toutes celles que j'oublie. Redis-moi ton prénom. Judith. Je dis que les filles sont là, que parfois j'oublie les prénoms. Léa. Léa. Voilà, bon, Lisa. Lisa, ouais. Voilà. Donc voilà ce que parfois j'oublie. Amélie, je t'ai dit, hein. D'accord. Amélie, tu vas dire ton prénom. Moi, je voudrais que tu racontes, un peu avant la question de Lina, en fait, pour qu'on comprenne comment tu as fait la sélection, je voudrais que tu racontes comment tu es arrivée avec ces disques durs et comment tu as commencé, en fait, tout bêtement dans nos bureaux avec les filles. Parce qu'on t'a vu arriver avec ta chapka, ton badge,
Et on s'est dit, mais comment il va faire? Comment il va travailler? Qu'est-ce qu'il va faire, Rachid? Et tu n'as jamais eu peur? Tu es arrivé tranquille et puis tu as commencé à travailler. Mais est-ce que tu peux raconter ici comment tu as commencé à travailler? Alors, comment j'ai commencé à travailler? Parce qu'effectivement, c'est du travail. Je laisse l'impression parfois d'être en détente, et on en parlait la fois dernière avec Elsa. Parfois, je suis en mode détente et les gens pensent que tout est en détente. En fin de compte, on donne l'impression d'être en détente, mais c'est du travail. Pour répondre à ton interrogation, moi, quand il y a une aventure incroyable autour de ces cassettes. Pendant longtemps, ces cassettes, j'ai plus voulu les regarder ou même avoir l'idée de les visionner parce que pendant un moment, il y a eu une inondation et le coffre dans lequel ils avait été imbibé d'eau et toutes les cassettes ont été trempées. Donc pendant des années, j'ai fait le deuil de ces images. Je me suis dit, tout mon trésor a été pillé par une orgie d'eau, quoi. Tu vois, genre, c'était tellement horrible. Vraiment, et il a fallu que je respire vraiment pour accepter que faire le deuil. C'était vraiment dur. Quand vous traversez ça, franchement, pour s'en remettre, il faut être fort. Parce que je me suis dit, mince, toute cette mémoire, toutes ces archives, c'est mort. Et puis, par l'intermédiaire d'Alice Diop, je suis arrivé vers les filles, je les appelle les filles, hein, tu vois, du centre Pompidou. Et tout à coup, il y a une conversation et un échange qui s'est fait sur qu'est-ce que c'est que ces images, qu'est-ce que c'est ces archives. Elles font maintenant partie d'un patrimoine qu'on aimerait bien découvrir et protéger. Rachid, est-ce que tu nous permettrais qu'on s'interroge sur ces images? Et moi, tout de suite, c'était l'impasse. J'ai fait, non, les images, elles sont mortes. Et j'ai même pas envie d'y aller, parce que si j'y vais, ça va être encore plus douloureux. Elles ont dû pixeliser, elles ont dû être abîmées, c'est plus possible. Et de là, il s'est lancé un processus qui m'a ramené jusqu'à Benjamin, qui tout à coup a fait la numérisation des 700 heures d'images. De là, comment dirais-je, elles se sont retrouvées sur, comme tu peux imaginer, sur des disques durs, et avec lesquels, souvent, il y avait marqué cassettes non visibles, abîmées, cassettes. Et on a fait une réunion encore. Et dans la réunion, il s'est dit, Rachid, là, tu vas être face à quelque chose d'abyssal. C'est-à-dire que tu vas devoir te plonger dans ces images. Comment psychologiquement et mentalement tu vas faire pour sortir indemne, sans œdème, de ce pugilat mental et plein de douleurs. Parce que malheureusement, et on n'est pas à la bande de la chose plus tragique, et c'est pour ça que dans l'occurrence, j'ai essayé d'apporter beaucoup d'humour et d'amour, nombreux sont morts. Mais donc toi, tu n'avais jamais re-regardé les images que tu filmais, tu les classifiais, tu les rangeais. Alors ce qui se passe, qu'il faut savoir, c'est qu'elles étaient classifiées, mais jusqu'au moment où l'eau a tout imbibé les cassettes, on ne pouvait plus lire ce qu'il y avait sur les cassettes. Dès l'instant où elles ont été pour moi mort-noyées, pour moi, je ne pouvais plus m'aventurer dans ces racines, dans mes racines. Et c'était tellement douloureux. Et puis, arrivé un moment, quand Benjamin est revenu, il a dit, ouais, en fin de compte, il y a peut-être une vingtaine de cassettes. J'ai fait, il est sérieux, le gars. Une seule vingtaine de cassettes qui est morte, qu'on ne réussit pas à relire et tout. Tout à coup, je me suis dit, maintenant, j'ai plus d'excuses. Parce que ce qu'il faut savoir, je fais court, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, je me disais, moi, je n'oserais jamais plus regarder ces cassettes. Ça y est, c'était mort dans ma tête. Et je me suis dit, peut-être, ça sera un héritage. Et peut-être qu'un jour, un archéologue ou quelqu'un viendra repêcher ces images pour dire, mais c'est quoi ces images? On va les plonger dedans. Mais vraiment, je te promets. Hein, et là, je suis dedans au quotidien. Et je te promets que mentalement, c'est à la fois parfois des éclats de rire, des larmes, des pleurs. Et je trouve que le plus dur aussi, c'est... Tu sais que je t'ai filmé aussi, enfin, t'es dedans aussi. Je sais pas si c'était ton anniversaire ou... Je me souviens, ouais. À la Rouchamiel. Ouais. Voilà, t'es dedans. Fais attention. Et de retrouver ensuite les uns et les unes et se dire, ouais, j'ai vu une sorte d'évolution. Et ce qui est le plus douloureux, Lina, c'est, je te le dis avec beaucoup d'humilité, et c'est pour ça que je réfléchis à un concept. J'aimerais à un moment, une fois que j'aurais pu aller au plus loin de ce projet, parce que je pense qu'il y a plusieurs films dans ces images, à un moment, j'aimerais avant faire un film sur moi qui irait rendre
aux frères défunts, aux sœurs qui ne sont plus là, aux pères, aux mères et aux autres, voilà, leur ramener un souvenir dans une clé USB et dire, voilà, c'était ton papa. Ton papa, je l'ai connu et maintenant tu as 20 ans, mais quand tu es... Voilà, ça c'est toute la période que j'ai traversée avec ton père, avec d'autres, avec ton papa, avec ta maman. Voilà, c'est très, très... en même temps, il faut être fort mentalement pour rentrer dedans. Mais c'est pour ça que ce que je dis, c'est que tu es le gardien d'un énorme temple de mémoire, parce que avec ta mémoire, il y a toutes celles de ceux autour. Et justement, ce que je me demandais en regardant les images, c'est que tu as une facilité à trouver ta position par rapport aux gens que tu filmes, parce que souvent, c'est des gens proches, donc ça semble très naturel. Et tu arrives aussi à mettre un peu en scène, à leur permettre de se détacher du quotidien pour qu'on puisse les voir dans toute leur poésie. Ce qui n'est jamais le cas quand c'est réellement des journalistes ou réellement des caméras extérieures qui viennent filmer ces personnes et ces territoires, parce qu'il y a toujours un préjugé, il y a toujours une case dans laquelle il faut mettre ces personnes. Et je me demande, quand tu filmes, est-ce que toi, tu es conscient du fait que tu vas transmettre quelque chose? Est-ce que tu es conscient du fait que ça va être vu? Et quelles sont les personnes auxquelles tu penses derrière la caméra? Est-ce que tu as tout ça en tête quand tu filmes, ou tu es vraiment... Enfin, je sais que je suis sûre que tu as plein de choses en tête quand tu filmes, parce que ce geste, c'est pas anodin. Alors, tu sais, la première fois où... C'est marrant parce qu'il y a les archives maintenant, tu vois. Et dans les archives, les premières archives où j'ai ma première caméra dans ma chambre, où je lui parle à la Canon, tu vois. Elle était bien Canon pour moi, quoi, tu vois. C'était mon top. Je ne pouvais pas espérer plus, quoi, tu vois. 2008, quoi. L'année, voilà, la meilleure année. Ça, c'était un code, mais ça n'a rien à voir. Et ce qui se passe, c'est que quand tu découvres ma chambre, et voilà, et c'est la réalité, quoi. C'est nos réalités aussi. Et puis voilà, un jour, je reviens et mon père, il a tout arraché. Les posters, blablabla. Toutes mes photos ont disparu. Vraiment, tout a disparu, quoi. Il a jeté ça, enfin, tu vois, un délire, quoi, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, moi, j'ai plus de racines. J'ai plus rien. Tu sais, quand tu prends une photo, on se rend pas compte, une photo, une image, c'est tellement important, quoi. Et quand tout a été rasé, je me suis dit, bon, ben voilà, moi, j'ai plus de racines, parce que j'ai plus de souvenirs de moi. Parce qu'on m'a tout volé, quoi. On m'a pillé, on m'a jeté toutes mes... Quand j'étais maçon, quand j'étais boxeur, tout ce que je pouvais raconter, tout, c'est mort. Alors, je me suis dit, quand j'ai eu ma caméra, d'accord, moi, c'est mort, mais eux, ça va être vivant. C'est-à-dire que maintenant, je vais rendre indélébile la mémoire de tous ceux qui sont autour de moi. Et dès l'instant où j'ai la caméra, j'ai commencé à tout filmer. Et aussi, il y avait un autre truc, c'est que je filmais parce que je commençais à rentrer dans le milieu du cinéma et je vivais des choses de là d'où je venais à ce que je goûtais comme autre expérience dans le spectre de cette existence complètement folle. Quand je revenais au quartier ou quand je revoyais mes potes, quand je la racontais, ça faisait trop mytho. Non, mais vraiment, ça faisait trop mytho. Tu sais, ça faisait trop mytho. Et donc, si, regarde. Tu vois, c'était... C'était pour prouver quelque chose. C'était aussi pour prouver. Et puis après, je pense que j'ai toujours eu en tête, un peu comme toi, ce que tu as fait. Parce qu'il faut savoir que que ce soit le film que tu as fait sur ta maman ou Magnifique, ceci dit en passant, et les archives elles sont incroyables aussi, tu vois. Et sur ta grand-mère, quand j'ai vu leur Algérie, tu te rends même pas compte comment tu m'as mis sur le ring. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, non, on va faire une battle de daronnes. Parce que là, à ce moment, on est tous en train de faire des films sur les daronnes. Je sais pas si un jour on va tous les réunir, ça serait juste extraordinaire et faire une projection que des daronnes en mode Rosta au premier rang. Parce qu'on est nombreux. Rouge. Non, mais sans déconner, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais moi, quand je suis là et je regarde ton film, leur Algérie, que je vois ta daronne, comment elle gère, enfin ta grand-mère, je fais, elle gère trop bien. Oh ouais, non, elle est trop bien. Et je fais, ah ouais, ça, elle fait ça, mais ma mère, elle fait pas ça. Ouais, mais ma mère aussi, elle fait d'autres trucs. Non. Et tu vois, et je suis. Et le cadeau, le cadeau sérieux, ça, pour moi, c'est un peu ce que tu as réussi à faire dans tes deux films, c'est de rendre hommage aux gens que j'aime. Et là, en particulier, je rêve de faire une continuité sur ma mère, quoi, parce que ma mère, c'est depuis longtemps, il y a un titre qui résonne dans ma tête, c'est Ma mère m'amuse, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est tellement dingue. Et quand on la voit, les premiers sketchs, mais tout de suite, elle rentre dedans. Et je vois
tout à coup, mes potes, tu vois, même si je fais un peu de mise en scène, toujours, hein, et mes potes, quand je leur dis, voilà, tu vois, là, tu te mets là-dessus, ouais, vas-y, frérot, t'es sérieux, quoi, je vais pas faire ça. Maman, s'il te plaît, tu peux te mettre, ouais, vas-y, où? Tu vois, opérationnel. Et j'ai des images de ouf. C'est-à-dire que je vous promets, j'ai déguisé pour la fête de l'Aïd. Ça, c'est des archives qui sont pas là. Enfin, je sais pas monter. Mais et à un moment, je vous raconte une anecdote. J'ai une anecdote qui est complètement folle. C'est que je faisais une tournée avec Peter Brook. Et puis, dans les loges, il se trouve qu'il y a un super costume qui me tape à l'œil, quoi, d'un lapin. Et ce truc de Pologne, je me dis... Ce costume-là, je vais le ramener à la Zomé parce qu'il faut que je m'amuse avec. Tu vois, c'est un accessoire, je peux pas le laisser en Pologne, quoi. Donc, il fait le voyage avec nous jusqu'à Paris, quoi, tu vois, jusqu'en banlieue, jusqu'à chez ma mère. Et puis, il arrive un moment, c'est le jour de l'Aïd. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je déguise ma mère avec le costume de lapin, quoi. Chose que personne ne ferait jamais. Et que ma mère est donc dans son costume de lapin et tout, puis elle est là, elle est toute affolée. Ils vont me couper la tête, ils vont me couper la tête. Et j'inclus mes frères et sœurs dedans, tu vois, pour qu'ils fassent des trucs. Mais non, madame Lapine, calmez-vous. L'Aïd, c'est pour les moutons, vous êtes un lapin. Non, ils vont me tuer. Donc voilà. Non, mais vraiment. Et le truc, et ma mère, donc tu la vois, elle est à côté du mouton qui est plus là, quoi, tu vois. Et elle est là, dans son costume et tout. Mais vraiment, on le joue vraiment. Sauf que moi, un jour, c'est l'anniversaire de ma mère. Et donc, qu'est-ce que je fais? À l'époque, je montais pas encore sur Final Cut, ni sur Premiere et tout, mais sur eMovie. Je suis super heureux. Bon, le cadeau d'anniversaire de ma mère, je fais un petit DVD que je lui offre et il y a toute la famille. Et c'est pour ça que nous, on peut se parler. Les Arabes, c'est un voyage. Mais voilà. Je lance le film. Attends, je lance le film, je suis désolé. Je lance le film et quand tout à coup, je fais le titre Madame Lapine, nanana, fête de l'Aïd, et que ça commence, tout à coup, il y a mon père qui fait Stafourla. Mes sœurs qui commencent à faire non, c'est pas bien ce qu'il a fait à maman. Mon frère qui fait non, en plus, moi je savais pas que je faisais un psychiatre et tout. Et là, ce jour-là, j'ai dit ces archives, je les montre qu'à une seule personne, c'est à ma mère. Parce que c'est la seule qui a le recul sur ce qu'on fait. Mais dès l'instant où je montre ça à mes frères et sœurs ou quoi, ils disent non, mais c'est pas bien ce que tu fais. Alors que ma daronne, elle surkiffe. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, que ça me rappelle aussi mon père, parce que souvent je me disais, bon, mon père, il est quand même né à Thiers, au centre de la France, dans un bled où il n'y avait pas du tout d'accès à l'art et au cinéma, mis à part via la télévision. Mais eux, c'était donc des Algériens, il n'y avait que des Algériens autour. Et à chaque fois, je me disais, mais d'où c'est venu cette graine de vouloir aller là-dedans, de vouloir s'exprimer à travers ce mode d'expression-là qui est complètement inaccessible. Et c'est en filmant mes grands-parents 60 ans après que j'ai dit, mais en fait, c'est eux qui l'ont inspiré. Ils ont un potentiel de poésie et comique, mais c'est fou que nous, on ne soit pas conscients de ça, parce qu'on nous a complètement... on nous a pas permis de voir ça chez eux. Et je pense qu'on est très affecté aussi par la manière dont les nôtres sont représentés constamment, et que c'est quelque chose que, même si on sait que c'est pas leur vérité, on doit se battre pour tout le temps se rappeler, non, c'est pas leur vérité. Et j'ai ressenti la même chose quand j'ai vu les archives de Palestine aussi, toutes ces images, je me suis dit, mais ça, c'est notre vérité. Pourquoi j'oublie que c'est notre vérité? Parce qu'on est tout le temps envahi d'autres images. Et je me demande, toi, du coup, quand tu regardes, est-ce que tu as à chaque fois l'impression de revivre des révélations? Et c'est peut-être de là que viennent les émotions, que ce soit des éclats de rire ou de pleurs. C'est que c'est comme si c'est une bataille permanente pour se raccrocher à cette vérité-là. Ben, regarde, c'est génial parce que quand là je retourne, comme là je suis une sorte de Ratatouille, je ne sais pas si vous avez la référence, hein, Ratatouille, des animés extraordinaires, où tout à coup il revient en arrière et tout à coup il se rappelle de sa Madeleine de Proust à lui, quoi. Ben, moi, mon coffret de cassettes, c'est ça. C'est-à-dire que je retombe sur des cassettes, mais j'en reviens pas à moi-même. C'est-à-dire que je retombe sur des archives qui sont vraiment impressionnants. Ensuite, quand je filme mes amis ou quand je filme la famille, je sais que je suis à une place privilégiée. Je le sais. J'ai conscience. J'ai conscience d'être là où peu de personnes ont l'opportunité d'être. C'est-à-dire que là, en retournant dans mes archives, par exemple, quand je suis avec Hassan, qui fait le sketch avec ma mère, mais qui travaille aussi dans les camions poubelles, enfin, dans les camions bennes et tout, quand je regarde les archives, j'ai l'impression de voir nos anciens comme on les regardait ou comme ils étaient à l'époque.
C'est vraiment touchant et émouvant. Et j'ai vraiment voulu montrer, même dans cet extrait, c'était volontaire, tu vois, c'était de montrer les gars au travail. Tu vois, et sans jugement jamais. Et avec beaucoup d'humanité et de joie, quoi. De toute façon, c'est simple. Mes potes, quand je les filme pas, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Et par contre, quand j'aime pas quelqu'un, tu peux être sûr, il y a la caméra, elle sort pas. C'est-à-dire que va pas regarder mon Zodiac, va regarder, ouais, aujourd'hui, il est sous. Non, c'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un et à l'inverse, si je suis avec quelqu'un qui me dit, tu me filmes pas, c'est le dernier pas, quoi. C'est-à-dire que ça s'arrête là à nous. Parce que je peux pas être dans une relation avec une personne sans immortaliser quelque chose de la personne ou j'adore ça, quoi. Et puis avant ça, dans la trajectoire, après, moi je savais pas, mais un peu comme pour le cinéma, quand après on te dit ouais, il y a Cassavetes, tu dis ah ouais, c'est qui? Tu découvres. Mais là, de la même manière, dans cette trajectoire de filmage, tu vois, c'est que tout à coup on m'a dit ouais, Jonas Mekas, Cavalier, qui nous a laissé un super message, tu vois, qui s'est un peu intéressé et peut-être une rencontre à faire. Je me suis découvert des grands frères, des grandes sœurs aussi, tu vois, à travers toi. Parce que tu ne te rends pas compte, Lina, à quel point, déjà, c'est un honneur pour moi que tu sois là. Non, mais vraiment, très sincèrement. C'est un honneur pour moi. Non, entends-le vraiment, tu vois, parce que c'est... Quand on m'a proposé et que ton nom il a surgi, ça a fait, pour tout le monde, ça a fait l'unanimité, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, super, Lina, c'est super et tout. Et je te dis, quand j'ai vu tes films et quand j'ai vu leur Algérie, je me suis dit, elle a fait le cadeau, moi aussi, je dois faire le cadeau. Je me suis dit, elle a fait... elle a fait le cadeau, moi aussi, j'ai envie de dire... aux gens que j'aime à travers cette expérience, à quel point ils sont importants pour moi, mais filmer, c'est tellement puissant, quoi. Enfin, je sais pas pour ceux qui filment ici ou pas, mais après, l'avantage que j'ai, et là où je suis trop fort, c'est que j'ai 30 ans d'avance sur vous, quoi. Ça veut dire que je peux laisser maintenant les gens essayer d'arriver au... Tu vois, c'est-à-dire, maintenant je peux dire aux gens, ouais, filmez, parce que j'ai 30 ans d'avance. Ça veut dire que maintenant... Ils ne sauront jamais ce que tu as eu. Tu vois, en plus, tu sais, ce qui est trop beau, c'est que je retrouve les archives, on est dans les francs, les cabines téléphoniques, il n'y avait pas de téléphone portable, les salles de boxe, il n'y avait pas que tu fais un snap ou un truc comme ça. C'était une autre époque. Mais par contre, dans ce qui se dit et dans les plaintes... Ils ont pas changé. De la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique, c'est la même chose. Mais ça, c'est volontaire. Ça, c'est très fort. Mais ça, alors, écoute, quand je démarre le projet, enfin ce projet au long cours, quoi, tu vois, quand j'ai déjà une idée. Pendant un moment, la question, c'était s'il y a une fée, qu'est-ce que tu lui demanderais? Et donc les potes, ils me disaient, ouais, la fée, nanana. Et puis après, la fée, ça marchait pas trop bien, quoi. Alors j'ai dit, vas-y, est-ce que tu peux me dire une pensée? Et ce qui est génial dans le dérochage que je suis en train de faire en ce moment, c'est que j'ai répertorié maintenant tous les moments micro, penser. Et ce qui est violent et ce qui est vraiment triste pour nous, hein, c'est que le jeune qui parle maintenant, qui est père de famille, etc., ce qu'il pensait il y a 30 ans, les jeunes d'aujourd'hui le pensent aussi de la même manière, avec d'autres costumes, mais avec la même colère et la même comment dirais-je, la même souffrance dans l'ADN. Et je ne m'en rendais pas compte. C'est à force de dire, c'est quoi ta pensée? Tu sais, à l'époque, les pensées, elles étaient juste exister dans la société, avoir du travail, quoi. Bah, c'est pour ça que c'est un travail de... L'archive, c'est un travail en même temps d'archéologue, d'historien, de sociologue, et en même temps, tu as un accès de l'intérieur, ce qui permet d'avoir un regard unique. Et comme tu dis, il n'y a que toi qui peux raconter ces histoires, il n'y a que toi qui peux nous donner accès à ces personnes-là. Et je parlais de est-ce que tu étais conscient au moment où tu faisais tout ça? Je pense que oui, puisque le fait que tu avais ces questions, que tu répétais, c'était pour construire quelque chose à un moment. Parce que moi, par exemple, si je pense à toutes les archives que mon père a filmées, je pense que lui n'était pas conscient de ce qu'il filmait, mais il avait ce besoin urgent et vital de capturer ce qui l'entourait. Et je pense qu'il était traversé, comme toi et comme moi, quand j'ai décidé de faire mes films,
par cette peur de la disparition, cette peur de l'effacement. Et pour moi, c'est une peur qui vient de l'histoire de nos ancêtres aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu conscientises aussi? Peut-être pas au niveau où tu l'exprimes, mais je vais te raconter encore, parce que ma vie, c'est que des anecdotes et des images. Ce qui était génial, c'est que j'ai fait une interview, et pendant l'interview, le journaliste était là, comme toi, face à moi, tu vois, et il me posait des questions, et c'était extraordinaire. Il me disait, ouais, t'as grandi où? Je fais, attends, parce que maintenant, j'ai tout classifié quasiment. Donc, je marque Cité des Glésions, cassette 74, voilà, c'est là où j'ai grandi. C'est là, tu vois. Et pour revenir à ce que tu dis, c'est la même chose. Ça veut dire qu'arrivé un moment, je ramène les cassettes pour ramener l'histoire. Maintenant, c'est les cassettes qui me permettent de comment dirais-je, de répondre aux questions. Par exemple, là, ta question, c'était la peur de l'effacement. La peur de l'effacement. Ben, regarde, ce qui se passe, c'est que là où il a fallu vraiment être plus courageux que monter sur le ring face à Mike Tyson, ça a été de filmer mon père. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Filmer mon père, je pense que c'est là où il y a, je ne sais pas s'il y a un Oedipe à la DV. Tu vois, l'Oedipe à la DV, je ne sais pas, Marie, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on l'a mis en place ou pas, mais l'Oedipe à la DV, la cassette DV, pour ceux qui ne connaissent pas, quoi, tu vois, il est incroyable parce que dès l'instant où j'ai posé l'œilleton sur mon père, le jour où il était en train de travailler sur le grenier, et que j'ai accepté de non plus prendre les planches avec lui et planter les clous, et simplement être observateur et le regarder, il a fallu être vraiment fort, parce qu'il m'a jeté des regards, il ne comprenait pas. Genre, pour lui, j'étais le chef, ou tu vois, en plus j'étais sur une échelle au-dessus, et je filmais mon père, et je te promets, Lina, que ce jour-là, il a fallu énormément de courage pour me dire, voilà, il faut que je filme. Mon père se rappelle de ce moment-là, et ensuite, mon père m'a pas jeté le marteau, enfin, il aurait pu, tu vois, et c'est pas sur le ton de l'humour, vraiment. J'ai senti sa rage, mais à un niveau, mais énorme. Non, mais vraiment, vraiment, Lina. Énorme, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a les images, c'est-à-dire que je pourrais te montrer les images. Regarde, tu vois, c'est ça. Il descend plus tard dans la cuisine. Il est là, toujours la haine contre moi, tu vois. Et je prends mon courage aussi. Et je lui fais, tu sais, je filme pour nos enfants, nos petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Et plus tard, quand ils regarderont les images, ils diront notre grand-père, notre arrière-grand-père, nanana, regarde comme il était méchant. Regarde, tu vas laisser que ça de toi, toujours en train d'être méchant, regarder méchamment. Là, ce que je fais, c'est des archives. C'est pour plus tard, hein. Tu vois, genre pour les montrer aux enfants, aux petits-enfants, quand ils diront c'était qui notre père, notre grand-père, regardez. Et là, j'ai vu qu'il s'est passé un truc dans sa tête. Il a compris que tout à coup, tu as vu, même quand il disait, parce que mon père, quand je filme, parfois, il demande rarement, mais il ne comprend pas. Parce que comme le retour image, il est sur un petit écran LCD, pas plus grand que ça, quoi. Il dit, comment? Maintenant, ils font des télés grandes comme ça, et lui, il filme des petites caméras. Mais mon père, c'est un génie, c'est un poète. Hein. C'est un poète dès l'instant où tu sais encaisser. Hein. Parce que là, c'est poétique comme ça, mais quand tu l'as et qu'il te la donne, je sais pas, là, c'est drôle. Et donc, tu vois, quand il regarde le petit truc comme ça, et il ricane de son côté. Bon à rien. Ça, c'est un homme, ça. Moi, je suis en train de planter des clous, et lui, il me filme dans un... Les gens, ils sont foutus de ta gueule, en gros, il me dit. C'est-à-dire que les gens, ils t'ont vendu une caméra avec un petit écran, on va avoir une petite image comme ça, et il me dit, qui va regarder ça? C'est-à-dire qu'il faut être collé au ton truc. Non, mais tu rigoles. Tu rigoles. Mon père, je lui montre des images, mais c'est drôle. C'est pour ça que j'aurais pu faire un Camel Comedy Club, ou je sais pas comment ils appellent. Tu vois, laisse tomber. C'est-à-dire que mon père, pour te dire, c'est tellement poétique, c'est que je lui montre des images et ça finit dans le noir. Et il est là, il regarde, et ça y est, bon, moi c'est fini, l'écran il est noir, comme maintenant, enfin, tu vois là. Et je le vois, et je le laisse, et je reviens. Et je reviens, et je reviens. Et à un moment, je le regarde, je fais... ça y est, c'est un teaser. Et lui, il regarde l'écran noir, il me fait « Quand est-ce qu'il sort du tunnel ?» Donc, je vais te dire, mon voyage, les gens, ils ne peuvent pas se rendre compte. Mais, et
Et je capture tout ça, tu vois, je capture. Non, mais c'est un voyage. Tu sais, ce qui est beau avec nos anciens, si je puis me permettre, c'est qu'ils sont complètement hors image. Ils ne savent pas la séduction. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils t'offrent des choses, mais ils n'ont pas conscience que leur naturel, on ne le retrouvera plus jamais. Mais plus jamais. C'est-à-dire, je te parle de ma mère, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours mon père autour. Il est toujours en train de rôder. Mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on s'intéresse à eux. Ouais, et à leur vérité, à leur intime. Ah, mais ma mère, tu sais que ma mère, parfois, elle me dit quand tu reviens, j'ai écrit un sketch. Ma mère, elle réclame. C'est-à-dire que si. Elle a pris goût. Elle a pris goût. Je ne sais pas si vous avez des questions ou. Parce que nous, on peut. C'est à vous. Allez-y. Soyez pas timide, c'est maintenant ou jamais. On vous filmera pas. Ou peut-être. Ça dépend qui. Des questions ou des remarques. Vous n'êtes pas obligé de. Vous pouvez partager ce que vous avez ressenti. Mais sinon, on peut continuer sur le duo. Hein. Ah, là-bas. On peut faire passer un micro ou pas? Pardon. Ah. Bonsoir. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on propose de vous présenter ce bout à bout qu'on appellerait un ours ou un gros ours, c'est-à-dire un ours sans amis, quoi, un ours qui n'a même pas goûté encore le miel, tu vois, c'est vraiment une succession d'images que j'ai prises comme ça. Vraiment, c'était très agréable à faire parce que c'était léger, quoi. Après, je pense que quand il va falloir aller chercher des aides, des producteurs, pour commencer à réfléchir au film, que ce soit sur ma mère ou sur mes errances ou que sais-je encore, sur la boxe et tout, là, effectivement, il va falloir faire des choix qui vont être très... pour moi, alors moi, je suis avec Olivier Gors, qui est scénariste avec moi sur ma prochaine fiction. Donc, il sait à quel point j'aime aussi son talent, mais à quel point j'aime aussi couper. Donc, pour moi, le bonheur que j'ai dans ma trajectoire, c'est comme vous l'avez entendu, juste en cassette DV, j'ai pas moins de 700, 800, enfin, c'est même plus le nombre tellement ça varie. Et de couper, de dire ça, je prends pas, c'est tellement bonheur. C'est tellement bonheur. Alors non, j'ai le choix. Donc non, j'ai aucun, comment dirais-je, souci. Pas de regret, quoi, pas de remords. Au contraire, j'ai hâte d'en être. C'est-à-dire que je pourrais faire une succession de sketchs avec ma mère et je la mets dans un comedy club et on est au top, quoi. Non, et puis ce qui est beau, c'est que maintenant aussi, c'est aussi maintenant, il se passe un truc, Lina, et c'est ce que tu as fait aussi dans tes films, c'est que maintenant, je suis dans une phase où j'ai envie d'installer quelque chose avec ma mère en tête à tête et maintenant prendre toute la mémoire de l'oralité et la questionner. Et récemment, je l'ai filmé et je lui ai dit, maman, voilà, avec les images que j'ai, tu sais, j'ai envie de faire... Elle me dit, ah, mais vraiment... Et regarde comme elle est géniale. Elle me fait comme ça, je fais... Donc, t'aimerais bien que je fasse un film sur toi parce que j'aimerais bien te filmer et vraiment, quoi. Elle me fait... Et ma mère a 86 ans maintenant, tu vois, je pense que c'est le moment où ça y est, quoi. Il faut que ça pète, quoi. Elle m'a dit, mon fils, on va se poser tous les deux. Je vais tout te dire. De ma naissance à aujourd'hui, on va tout faire éclater. Plus que la bombe atomique. Je vais tout te dire. Et donc, dans le questionnement que vous me dites, enfin voilà, là on est dans un processus. Là j'ai aucun regret parce que vraiment ça a été régal de proposer cet ours, ce grizzly de 47 minutes. T'imagines le bonheur, tu prends des images, tu les poses comme ça. Non, c'était Non, mais beau. surtout de provoquer ces émotions, parce que c'est génial, on a envie de continuer à regarder. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on organise une rencontre entre ta mère et ma grand-mère. Mais quand tu veux. Un moment. Non, mais franchement, tu sais quoi, ma mère, c'est simple. Ma mère, enfin, excuse-moi, parce qu'il y a le public, mais
si quelqu'un d'entre vous a une voiture et peut organiser un rapatriement de ma daronne vers chez mamie, mais elle l'adorerait. Et non, mais et puis peut-être même avec les mamans, parce qu'il faut qu'on fasse cette battle. Il faut. Non, mais Lina, je te promets, on est en avant, tu vois, nos idées, c'est comme parfois quand on est entre nous et qu'on se raconte des histoires et puis on a eu des idées incroyables, mais on les exploite pas. Et puis après, c'est d'autres personnes qui ne l'ont jamais eu. Et tout à coup, on les regarde, on fait ah ouais, c'est comme ça. Mince, pourquoi on dort? Pourquoi on dort? Parce que franchement, ça serait juste extraordinaire. Il y a beaucoup de choses là. Ouais. Oui, mais les mamies, la battle. Parce que moi, pendant un moment, il y avait aussi un film que je voulais faire et je préparais ma mère parce que je voulais l'inscrire à Super Mamie Carrière sous Poissy. Ouais, d'accord. Donc je voulais lui apprendre à danser, je voulais lui faire des trucs comme ça. Non mais on est, ouais, voilà, pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Profitez-en. Oui. Alors tu dirais quoi, toi, Lina? Bah, c'est le moment le plus dur, en fait. C'est de se lancer, quoi. Et il ne faut pas être dans une recherche de tout de suite avoir toutes les réponses et comprendre ce qu'on est en train de faire. Il y a une grosse période d'essai, de recherche où on fait sans savoir ce qu'on fait. Et même si, au fond, on a une intention, un instinct, mais il faut juste se lancer sans se juger, je pense. Il faut faire confiance à son instinct. Et moi, je te dirais aussi, avec beaucoup d'élégance, ce qui serait bien aussi, c'est quel que soit l'outil que tu as, essaye de toujours, et ça c'est vraiment une vraie leçon, quoi, le son. D'avoir un petit micro, d'avoir quelque chose qui fait que tout à coup, même si l'image, tu comprendras, et peut-être tu filmes déjà et très bien, mais même si l'image est un peu froissée, Jean-Pierre Thorne pourra nous en raconter des belles histoires sur les images froissées pour faire des chefs-d'œuvre. Petite dédicace à toi, je t'ai vu. Ce qui est important, c'est aussi penser au son, d'avoir un petit micro, d'avoir un petit retour son, parce que parfois, si l'image est dégueulasse, c'est pas très grave, mais si ton son est foiré, c'est sans retour. Tu vois. Et puis, amuse-toi, quoi. Amuse-toi, parce que ce que tu vas capter aujourd'hui dans les 30 prochaines années, tu diras, il avait raison, Rachid. Amuse-toi, quoi. Genre, franchement. Et par contre, l'autre truc, tu sais que moi, je suis tellement un réalisateur indépendant, mais t'as le ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je pourrais faire des masterclass du cinéma indépendant. Et aussi, ce qui est important, que je partage avec toi. Il cherche du travail. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que parfois, on me le propose, je dis toujours non, parce que je fais tellement de fautes sur le tableau que je dis non, il ne faut jamais me croire. Et l'autre truc qui est important, c'est backuper les images. Backuper, c'est-à-dire les mettre dans un disque dur que tu laisses chez papa, maman ou un ami, et un autre chez une autre personne, et un autre triple backuper, un autre pour toi. Parce que dès l'instant où le disque foire, là tu vas voir ce que perdre des images, c'est ouf. Donc voilà, t'amuser, backuper le son, et là tu devrais même filmer, quoi. Cette question, tu aurais dû la filmer. Tu vois, pour te dire, voilà, ce jour-là on était là, quoi. Mais c'est vrai, il faut avoir l'audace. Tu sais, on ne prend pas conscience. Hein. Parfois, les gens ils me voient avec ma caméra. Tu vois, je filme tout le temps. Alors, j'ai fait un petit plan et tout. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais il faut, et tu as raison, il faut vraiment du courage pour sortir la caméra. Il faut vraiment, vraiment. Moi, je la prends, je la sors. En plus, parfois, avec bon, là, vous avez vu tout à l'heure avec ma dégaine de bleu de travail, les gens, ils pensent que je suis là pour les canalisations, peut-être pour regarder l'eau. Donc, avec ma tenue qui passe partout d'ouvrier, les gens, ils se disent pas que derrière le mec est en train d'archiver quelque chose de super important, quoi. Donc, la tenue, elle est importante aussi. Pardon. D'autres questions? Oui. Bah oui, elles sont un peu au hasard parce qu'elles étaient dans les boîtes, elles étaient un peu désorganisées. Même si moi, à l'époque, je les avais toutes notées. Donc, Benjamin, qui a fait toute la numérisation, il les a notifiées. Donc, parfois, je peux tomber de l'année 2003 à 2006, 7 ou 8. Vous voyez ce que je veux dire?
Et là, ce que je vous ai proposé comme voyage, c'était juste les cassettes de 0 à 200. Il reste encore 2 autres disques durs à terminer. Donc c'est dans l'instant T, j'ai rendu ça. Mais après, c'est incroyable. C'est marrant, j'ai comme, comme les racines, là, les champignons, là, ils ont des racines partout. Là. Mais c'est ouf ce que je vais vous dire. Mais il y a des choses mais je me rappelle quasiment de tout aussi, quoi. Plus ou moins. Quand je retombe sur la cassette, je fais ah ouais. C'est la mémoire vive. Ouais, c'est impressionnant. Et il y a dans le dérochage des étapes de cassettes. C'est-à-dire qu'il y a des cassettes, je me dis, même avant même de les dérocher, de les décortiquer, je me dis, il faut absolument que je retrouve la première cassette quand j'avais acheté tu vois. Et la première cassette que vous voyez, c'est vraiment la première fois, la Canon. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment la première fois où j'ai la caméra où je dis ah ouais d'accord. Là, t'avais quel âge sur ces images, les toutes premières? Je sais pas, 26 ans, un truc comme ça. Ouais, on venait de finir La Haine, je crois. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était dingue, quoi. Mais c'est là, j'ai toujours aimé les caméras. C'est quoi quand je vais dans les magasins que je vois des caméras, ma vie elle est plus pareille. Non mais vous vous rendez pas compte, hein. Non mais vraiment, c'est-à-dire que je suis parti à B&H à New York. C'est un magasin où il y a que des caméras, mais partout, ils vendent des caméras partout. Je vous assure, on croirait que j'étais enceinte. Je vous assure, j'étais comme ça. Il y avait trop. J'étais comme ça. Et il y a un monsieur qui est venu me dire, ok. J'ai failli dire non, je vais accoucher là, mais j'aime trop les caméras. Les caméras, c'est ma vie. J'aime trop les caméras. J'aime trop les caméras. Ah, excuse-moi. Donnez-lui toutes vos caméras. Ah ouais, les caméras. Non, mais les caméras, c'est un objet de ouf, quoi. Toi, tu claques. Non, mais c'est... Et là, maintenant, tu filmes avec le téléphone. Oui, là, je filme avec le téléphone parce que ça s'est imposé, quoi, tu vois. C'est plus simple. C'est plus simple, mais en même temps, le journal de bord avec le téléphone, il est un peu compliqué parce qu'arrive un moment, tu prends, tu voles et tout, mais j'ai envie de racheter une caméra là, tu vois. Et je vais avoir une caméra, normalement, si tout va bien. Et pour maintenant, repartir pour 30 piges. Là, pour que ce soit des moments vraiment consacrés à ça et pas juste... Ouais, là, j'ai envie de, comment dirais-je, de repartir sur d'autres errances, d'autres vagabondages et d'autres... capturer la nouvelle époque. Est-ce que vous avez... Ah, là-bas. Oui, énormément. Enfin, franchement, après, ça va être un peu cliché et tout, mais énormément, quoi. C'est-à-dire que dès l'instant où, par exemple, les amis qui font du graffiti m'ont proposé parfois d'aller avec eux dans des souterrains et que eux, ils pouvaient se mettre en danger et moi me mettre en danger, j'y suis jamais allé. Dès l'instant où quelqu'un... Et aussi, par exemple, je filme jamais les gens que je connais pas. Parce que je sais qu'arrivé à un moment, je vais être confronté aussi au droit à l'image. Donc, ça ne m'intéresse pas d'aller filmer des gens comme ça. Voilà, tu vois, parce que je sais que je vais être confronté au droit à l'image. Ensuite, tout ce qui est violence. Violence, c'est impossible pour moi. Parce que de toute façon, c'est moi qui tombe dans les pommes derrière. Donc, voilà. Et tout ce qui est un peu sensationnel. Voilà, dans lequel on pourrait m'attendre, j'y vais pas non plus, quoi. Non, vraiment, j'ai une sorte d'éthique dans ce que je fais. J'ai pas envie d'aller dans la facilité, alors que franchement, ça aurait été tellement, enfin, les opportunités, elles auraient été tellement grandes, quoi. Mais c'est marrant parce que parfois, vas-y, viens nous. Non, frérot. Ouais, mais c'est ça qui fait ton point de vue aussi et ta subjectivité, c'est que tu navigues avec un fil. Non, j'y vais pas. Non. Non, mais j'aime filmer. Je sais pas. Et puis j'aime filmer aussi les gens qui sont drôles. Ouais, j'aime les gens, tu vois, qui tout à coup vont être un peu drôles, quoi. J'ai une amie qui s'appelle Marie. T'as vu, ça déclenche tout de suite. On est d'accord. Ben voilà, c'est un plaisir. Tu sais, moi, là, c'est de l'amour filmé. J'ai pas envie d'être dans l'amour comme un obstacle. J'ai pas envie de filmer les gens qui vont, comme on dit chez le nif en arabe, faire la tête
et tu les filmes parce que... Non, c'est-à-dire que non. Tu veux pas être dans la confrontation. Non, 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 je vais être que dans l'amour, que dans ça. Que le plaisir d'être là, de te filmer. C'est un vrai bonheur, quoi. Et puis en même temps, j'aime filmer dans l'amour, l'humour. C'est aussi pour ça qu'il y a des messages qui passent plus facilement. C'est-à-dire que je filme pas non plus des teubés qui veulent s'amuser devant la caméra. Parce que dès l'instant où les personnes sont dans le truc, vas-y, filme-moi, je vais être comique, tu m'intéresses pas. Non, ils sont dans leur vérité quand même. Mais... Voilà. Et puis après, par contre, par contre, à l'inverse, il y a d'autres choses que j'adorerais filmer. Alors, vous me posez pas la question, je vais y répondre. Lina, je vais te dire mon cadeau. D'accord, oui. Parce qu'on a parlé des caméras, voilà. Alors moi, je vous dis mon cadeau, madame, d'accord? N'est-ce pas, Marie? Je vais refaire un one-man show, quoi. Et mon rêve absolu, depuis que je suis enfant, ça serait de filmer un gros chantier. Ou un barrage. J'étais parti à un moment à New York où je voulais écrire un roman sur un mec qui écrivait un roman sur le nouveau World Trade Center qui était en train de se construire. Mon rêve, c'est un gros chantier, un barrage, un gros bateau qui met 10 ans. Pas un chantier d'1 an, qui met 10 ans ou 20 ans, et on me dit, voilà Rachid, pendant les 10-20 prochaines années, on aimerait... En plus, vous savez que j'étais maçon, enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis maçon, je suis un garçon du bâtiment, moi. J'ai un CAP de maçon, plâtrier plaquiste, plombier chauffagiste, etc., etc. Il cherche du taf encore. Ouais, tout corps de métier. Je pose le BA13, les joints, Charlotte, tu sais. Hein. Maçon. Ouais, voilà. Tu vois. Non, mais sans déconner. Et parce que moi, j'étais un maçon. Et je sais qu'une grande douleur que j'ai justement, quand on parlait avec vous, demoiselle, tout à l'heure, mais un grand truc que j'avais, je travaillais au musée du Louvre. Et au musée du Louvre, quand j'étais encore, quand je passais mon CAP de plâtrier plaquiste, je voyais un mec avec une caméra. Il y avait un réalisateur avec une caméra, tout le temps en train de prendre sa caméra. Et mon rêve, c'était qu'arrive un moment, il me filme moi, en train de faire mon BA13, en train de... L'enfoiré, à chaque fois qu'il passait à côté de moi, la caméra était là. D'accord? Et je comprenais pas. Normalement, c'était vidéo qui devait me filmer quand je faisais le BA13. J'avais le potentiel d'être filmé. Non. Et donc, mon rêve, c'est d'aller parler aux ouvriers, de, comment dirais-je, de rester avec eux, de comment on fait cette soudure. Et en plus, les gars, c'est un peu comme ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que ce soit quartier ou ailleurs, c'est mon environnement, c'est mon ADN. C'est-à-dire que quand le mec, tu commences à lui parler que c'est du BA13, c'est PJ45 ou 50, tu vois, enfin bon bref, quand tu commences à lui dire les angles droits, ah ouais, et là c'est quoi, béton ramé. Le gars, tout à coup, il y a un truc. Le bâtiment, les chantiers, c'est mon rêve. J'adore ça. Voilà ce que j'aimerais faire. Un projet sur 10, 15 ans, ou un sous-marin. Un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial. Je vais pas chez Musk en tout cas, on est d'accord. On est d'accord, non, non. Enfin voilà les projets que j'aime, quoi. Moi je trouve super tu vois, de tout ça, quoi. Je sais pas combien de temps il nous reste. Ah. Alors allez-y, si vous avez... Ah, là-bas. Oui. Oui. Toi, tu fais comment? Moi, je pense pas à ça sur le moment, parce que pour moi, enfin, ça c'est personnel, mais pour moi, c'est toujours lié. C'est-à-dire que je vais pas filmer quelque chose d'intime si ça raconte pas quelque chose de collectif. Donc, moi-même, ça m'intéresserait pas de filmer à ce moment-là. Et je pense que, comme pour Rachid, la caméra, quand on filme des gens proches, c'est un prolongement de nous-mêmes qui permet d'amener une certaine distance aussi. C'est pas comme quand on est face aux personnes sans cette caméra.
le geste de filmer déjà apporte une mise à distance qui permet de faire la différence entre des moments qu'on veut passer dans l'intime et des moments qu'on veut filmer pour les capturer et pour les transmettre. Et après, au montage, ou quand tu déroges, tu te rends compte que peut-être il y a des moments que tu pensais intéressants qui finalement ne le sont pas, mais c'est une question d'instinct aussi, quoi. Et d'autant plus que là, dans ce voyage qu'on fait sur ces 47 minutes, on est face à un Rachid, il dit à 25 ans, qui, quand il commence à filmer, n'avait pas la réflexion et parfois, malheureusement, le professionnalisme qu'aujourd'hui j'ai pu acquérir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le premier rush, et de laisser sur la durée, et même les reniflements ou les choses comme ça, parce que aujourd'hui, quand je le vois chez d'autres cinéastes, je me dis mais quelle audace, quelle poésie. Et là, j'ai voulu les garder volontairement pour me dire, il faut plus perdre ça, Rachid. Parce que ça, on le perd en réalité. Parce qu'arrive un moment, bien sûr, on sait faire des films propres. On sait faire des films propres. Mais arrive un moment, tu te dis, comment garder encore cette... En retournant dans les archives, je pense que je suis revenu à la quintessence de quelque chose que j'ai perdu malheureusement. Aujourd'hui, je suis là, je vais faire bien. Et c'est très bien d'ailleurs. Mais il y a une limite. Par exemple, là, j'ai un ami qui s'appelle Gianni, qui est derrière vous, juste là, voilà, qui est artiste contemporain, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des galeristes. Donc, voilà. Une autre personne qui cherche du voilà. Voilà. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont du talent autour de nous, et sinon on ne le dit pas, qui va le révéler? D'accord? Et Gianni, par exemple, il fait partie des frangins que j'ai envie de filmer. J'aime ses œuvres. J'ai envie de filmer ses œuvres. Et je sais qu'arrivé un moment, à l'époque, ce que j'aurais fait, ses œuvres, je les ai déjà filmées, mais je les aurais filmées tout de suite, et voilà. Et aujourd'hui, le défaut, c'est que je lui ai dit, attends, il faut qu'on trouve un cyclo, il faut qu'on trouve un endroit pour les exposer, pour bien les filmer, il faut que je trouve une caméra. Et je me mets de la contrainte, quoi. Alors qu'à l'époque, j'aurais dit « Ouais, c'est bien, tu me laisses filmer dans ton atelier, vas-y, viens, on filme tout de suite. » Et c'est ça le problème, parfois aussi, de ce côté professionnel et qui parfois aussi joue des mauvais tours. Merci. Merci. Si vous avez une dernière question. Ah, allez-y. Ben, pour moi, oui. Et c'est incroyable parce que il y a des personnes qui vous diront allez, pose ta caméra, il faut vivre l'instant. Ça n'existe pas dans ma tête. L'instant, il faut que je le filme. Non, pourquoi j'ai besoin de filmer. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit non, mais attends, allez, sois dans le moment présent, regarde. Non, je suis désolé, laisse-moi filmer et après je regarde les rushs. Et puis après... Après, je te les montre. Après, je te les montre et tu vas voir. Et ma vie, je te promets, je tiens une caméra depuis j'ai l'âge de 14 ans. C'est-à-dire qu'il y a des archives de moi qu'on récupère où je filmais déjà les mariages, j'avais 14 ans. Et comment dirais-je, et filmer des moments, parfois, tu sais, tu as un caméscope dans les mains, c'est ça? Bravo. Tu vois, quand tu captes le moment et tu dis, ouais, celui-là, personne ne l'aura. Et que tu vas le back-upper et que tout à coup, tu dis, ouais, je l'ai. Et ben, moi, c'est la même chose que toi. Tout à l'heure, je t'ai vu là-haut quand tu étais en train de filmer. T'inquiète, hein, j'ai capté tous ceux qui filment. J'ai vu le moment où tu étais là-haut, là-bas. Et, hein? Ah non, mais il faut, mais continuer. De toute façon, moi, jamais de la vie, je te dis de pas filmer. Et ce que j'échange avec vous, avec toi, c'est que je trouve que personnellement, je me sens plus vivant quand je filme. Et en même temps, j'ai l'air à l'aise devant vous, là, comme ça, parce qu'on nous offre l'opportunité avec Lina de vous présenter nos travaux et nos révérences autour de nos films. Mais habituellement, je me sens souvent la cible de mauvais regards, de mauvais ricochets, d'accord? Et la caméra, elle est mon bouclier.
Ça veut dire qu'arrivé à un moment, quand j'ai ma caméra, je ne suis pas à l'aise dans les endroits, mais le fait d'avoir ma caméra, c'est comme une sorte de cape qui m'apporte des super pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tellement nu sans caméra. Vraiment, c'est-à-dire que franchement, la caméra, elle a sauvé ma vie, quoi. C'est pas pour faire des paroles comme ça, mais elle m'a permis de franchir des portes et en même temps d'avoir un allié à côté de moi. Par exemple, parfois il m'est même arrivé, j'ai fait des journaux de bord, tu vois, j'ai fait un documentaire qui s'appelait Sur ma ligne où je filmais le processus d'écriture et tout. Et ben, au départ, la caméra, elle était mon amie parce que le retour image, c'est comme si j'avais un ami qui était moi, c'est bizarre, hein, je sais que c'est étrange, qui me parlait. Et je le regardais en train de travailler et en le regardant à travers l'écran, moi mentalement, je me disais, il faut pas qu'il lâche, il faut pas qu'il lâche. Et je me l'approprie pour moi, il faut pas que je lâche, il faut pas que je lâche. Et tout ce que je fais, Olivier, tu sais bien, parce qu'on travaille ensemble et tout, tout le temps il me dit, tu es en train de filmer? Je fais, ouais, je filme parce que c'est tellement important qu'on comprenne aussi que là, le travail, et en même temps, après moi, je regarde les rushs et je me dis, il faut pas qu'on lâche. Parce qu'en fin de compte, la caméra et vos caméras, enfin pour ceux qui filment, franchement, ils sont nos meilleurs amis, quoi. Enfin, moi, j'aime les caméras, quoi. Canon, Sony, Panasonic, il n'y a pas de souci. On parle même d'une RED quelque part dans le 9.3. Ils appellent ça même une RED Dragon, tu vois. Moi, j'ai filmé avec la RED Dragon. Mais moi, juste tu dis ce mot, j'ai des frissons. Moi, c'est pour ça que j'ai dit oui, je savais pas ce que c'était, je dis Dragon. Moi aussi, je prends direct. Mais les gens ne se rendent pas compte. Mais nous, on vient trop pas loin. pratique. Parce qu'un jour, parce qu'on parle de nous en tant que réalisateurs, mais il faut voir aussi le fait d'acheter une caméra quand tu viens d'ailleurs. Le fait d'investir dans cet objet, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est-à-dire qu'arrive à un moment, une caméra, c'est pas 100 €, quoi. Ça a un prix. Et quand tu la prends, tu sais que tout à coup, tu as sacrifié quelque chose pour ça, quoi. Moi, mes caméras... Puis après, comme je suis très prudent avec mes caméras, pour partager, échanger avec toi, ce que je fais, je les grime, je les bousille un petit peu, en apparence, pour que les gens disent, ouais, elle vaut rien. Ouais, c'est quoi Charclos avec sa caméra, là? Parfois, je suis dans certains endroits, j'ai des caméras un peu, qui sont des bonnes caméras, mais qui donnent l'impression d'être des sans-amis, tu vois. Et ce que j'adore, c'est que les gens, quelque part, tellement elle est amochée, la caméra, qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va filmer? Vas-y, laisse tomber. Donc les gens se laissent aller. Alors que si la caméra, elle est trop imposante, trop belle, trop stylée, les gens, ils peuvent se dire, attends, ça devient sérieux. Donc on donne l'impression de ne pas être sérieux pour faire du travail sérieux. Bah, juste pour finir, parce que je sens qu'il faut qu'on... Moi, je vis quand même un peu les instants présents, parfois. Parce que j'aime bien danser, chanter, j'ai besoin de tout mon corps. Mais c'est vrai que les moments importants, en tout cas par rapport à la mémoire familiale, les proches, si j'avais pas fait mes films, j'aurais pas pu avancer et arriver là où je suis arrivée dans mon parcours de fille, de femme. Et c'est pas une anecdote parce que c'est assez sérieux, mais par exemple, dans mes 2 films, pendant le tournage, j'ai mes 2 grands-parents, enfin mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle, qui sont décédés pendant que je les filmais. Et en fait, c'est vraiment grâce à la caméra que j'ai pu encaisser ce deuil, parce qu'en fait, j'avais pas l'impression de vivre un deuil, parce qu'ils étaient tout le temps là dans les images. Et moi, je continue à travailler en disant... Il faut absolument que je puisse transmettre ces images d'eux. Donc, en ça, c'est quelque chose de très puissant parce que j'ai pas l'impression je suis passée à côté de ces deuils-là, alors que c'était au moment où je les filmais les personnes les plus importantes pour moi, puisque tout d'un coup, j'entrais dans l'intimité de grands-parents avec qui, d'habitude, on garde toujours une certaine distance générationnelle. Et là, tout d'un coup, ça devenait les personnes du quotidien qui me partageaient tout leur intime. Donc en ça, je trouve que c'est un instrument qui est très très puissant. Voilà. C'est bien. Ouais. En plus, elle a bien fait, c'est 1 minute. Très professionnel. Merci Lina. Merci beaucoup Rachid. Je te l'enverrai. Ça marche.
Merci à tous. Merci la famille. C'était un bonheur.